De l'eau déchirant, bye bye. Les évolés dans des criques à faire le con romantique. Plus de sous-marin dans ton bain. Pensez pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air. D'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, tu reviennes pas, tu reviennes pas, tu reviennes pas, tu reviennes pas. Chanson, chanson, tu reviennes pas, tu reviennes pas, tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main attire, efface tes souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence plus violent d'amour symphonique, c'était trop lent, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu.
Messieurs, dames, bien le bonjour les amis, ça y est, il est l'heure du Juste Bistrot les copains, on y est, 16h47, à toutes les montres, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 10 septembre, ça y est, on y est, on l'attendait, on y est les amis aujourd'hui, en ce joli 10 septembre, voilà, ça y est. On va parler de tout ça, vous allez voir. Il faut commenter les manifestations pour dire il y a des gens qui manifestent. Vous allez voir, on va faire tout ça, on va se régaler les copains. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce milieu de semaine. Ça y est, c'est mercredi déjà, c'est mercredi. C'est Panzani évidemment, les carbonara. Les bolognaises, les all'arrabbiata, les pesto, les conchiglie, les fusilli. Les tagliatelles, les spaghettis, les coquillettes, les raviolis, les lasagnes, évidemment les amis, on est là pour se régaler aujourd'hui, on est là pour le Juste Bistrot. Voilà les copains, dites-moi ce que vous faites un petit peu, est-ce que vous êtes encore au boulot, est-ce qu'il y en a certains qui sont en vacances, hein, parce qu'on parle des juilletistes, des haussiens, mais les septembristes, on n'en parle pas assez les copains. On va papoter aujourd'hui, papoter d'actu. On a plein de choses, vous allez voir, on va se parler de ce 10 septembre à la sauce, juste milieu pur jus. Et surtout, je vais vous proposer un truc. Vous allez voir. Ah ouais, on va revenir aux racines. On va revenir aux racines, au premier plaisir avant l'ère juste milieu. Je vous ai réservé un petit truc. J'avais envie de vous parler de quelque chose, vous verrez ça tout à l'heure. Je prends vos commentaires. Dans le chat, les copains, il y a Dans ton milieu qui dit « Salut Rémi, tu as un livre sur les origines des religions à recommander ?» Alors, pas spécialement. Alors là, sur les origines des religions, là, tu m'as cuisiné. Je saurais pas te dire. Anarchy08, tu stream alors que c'est jour de blocage. Elle est où ta fibre gauchiste? On va y venir, vous inquiétez pas. Flatipus, yo, j'ai pas suivi les manifs. Du coup, Macron a fini en slip et Brigitte en feu comme au Népal. Et non, hein, les Népalais nous mettent une belle leçon de soulèvement populaire. Ça, c'est clair. Merci à mon Pitoche Ced pour le subprime 11e mois. Merci beaucoup, les amis. On a Kun du 73 qui dit « Mais Rémi, tu as vu ce qui se passait au Népal? Absolument. Soulèvement populaire au Népal, les amis. » Alors, pour vous donner le contexte, on commence tout de suite dans l'actu. Là, je vois, voilà, vous êtes chaud cacao. Hein. Vous y êtes tout à fond la forme. J'ai même pas le temps de commenter mon dégradé, bordel. Il y a tout qui est dégradé chez moi. Donc, tu vois, je voulais me mettre raccord sur le plan capillaire. Tac, attendez. Voilà, ma milieu qui m'écrit, mais je bosse, bordel. Au Népal, donc ce contexte, un soulèvement populaire. Regardez cette petite vidéo qui vous montre un peu ce qui se passe là-bas actuellement. Voilà, hein, la vidéo explique tout. Donc en Népal, notamment du côté de Katmandou, la capitale, il y a eu un soulèvement populaire suite à plusieurs scandales là-bas, et notamment une volonté aussi politique d'encadrer et censurer les réseaux sociaux. Eh bien, ça s'est terminé avec un soulèvement populaire, des hauts lieux de la politique népalaise qui ont été brûlés, des ministres qui ont été attrapés dans la rue, je vais vous montrer, hein. Le ministre des Finances notamment, ça s'est pas bien passé, il a fini en slibard dans la rue. Regardez, hein, il y a il y a plusieurs vidéos qui traînent, hein, sur les réseaux sociaux. Regardez par exemple, t'as des types qui sont attrapés et jetés dans la rivière. C'est tendax, hein, c'est tendax ce qui se passe, des fonctionnaires qui se tirent en hélicoptère. Donc c'est véritablement tendu ce qui se passe au Népal. Ça pose une question de philosophie politique. Alors évidemment, soyons prudents, hein, parce que j'entends les gros sabots des fact-checkers qui vont débouler en disant « Ce monsieur en appelle à la violence ». Alors là non, t'as vu ma gueule, j'ai une tête à appeler à la violence, j'ai une tête d'un personnage Minecraft. Voilà, quand je fais comme ça, on dirait un personnage Pixar. J'ai une tête à rien, moi, donc j'appelle pas à la violence. Mais pour réfléchir un petit peu, en termes de philosophie politique, se pose la question de savoir si... De savoir comment serait possible le soulèvement populaire dans nos sociétés. Quand on nous explique que
toute violence n'est pas bonne, quand on nous explique qu'il faut s'exprimer dans les urnes. C'est encore Jordan Bardella qui nous a dit ça il n'y a pas longtemps. Est-ce que, au bout du compte, c'est ce qui permet de faire changer un système? Est-ce que le peuple a véritablement son destin entre les mains quand on explique à longueur de journée que le soulèvement n'est pas la solution? Tu vois, on m'éteint la lumière. Ça, à mon avis, c'est mauvais signe. Hein. Ça veut dire que c'est foutu. Donc... merde, ça se rallume pas. Après, si j'ai pas de lumière, j'ai le Népal. Parce qu'on parlait du Népal. Donc, on reviendra tout à l'heure en détail. Je vous proposerai quelques réflexions, les amis, sur le 10 septembre. Mais ce qui se passe au Népal est très intéressant et je trouve qu'on prend une claque de soulèvement populaire alors qu'en France, on est obligé de déclarer les manifestations en préfecture. Ça pose des questions sur le pouvoir réel et la capacité du pouvoir à faire changer les choses. Il y a Flatipus qui nous donne un élément là, avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, qui dit déjà il faut remettre dans son contexte, le Népal est instable politiquement. Oui, moi aussi je croyais que c'était un état tranquille et la population fait partie des plus bas QI, ce qui aide pas mal à pas se poser de questions. C'est bien ça ta phrase. Hein. Bah, c'est ton avis, Flatipus. Je suis pas certain que le QI change quelque chose dans les convictions politiques. Regarde de l'Ogu. Hein, et voilà, avec de neurones, No 1 qui est en RTT, il s'en sort très bien le gars. Donc je serais curieux d'une source quand même. Je serais intéressé par une source sur cette histoire de QI quand même. Donc voilà, on en reparlera les amis des mobilisations en France dans quelques instants. On prend déjà quelques commentaires, on papote un peu. Voilà, j'aime bien papoter. Parce que c'est l'esprit, Juste Bistrot. On discute, on n'est pas dans l'instrumentalisation de la peur. Je vous l'ai dit, moi je veux être un mec détendu. J'en ai marre. En fait, on a critiqué les médias mainstream qui jouent avec la peur, mais on commence à faire ça dans les médias alternatifs. Si on fait pas peur, on fait pas d'audience. Et ben moi, je pisse au cul de tout ça. J'ai envie de faire des blagues. Voilà. D'ailleurs, je vais vous faire une blague immédiatement. Vous allez voir, pour bien commencer cette émission, il y a de la blague, il y a de l'imitation, il y a tout. Écoutez-moi bien. C'est Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, il a 3 enfants. Alors les fans de Johnny qui vont me dire ouais, c'est pas vrai. Non, c'est une blague. Donc c'est fictionnel. Donc, commencez pas à fact-checker mon humour. C'est Johnny, il réunit ses 3 enfants et il leur dit voilà, j'ai retrouvé 22 000 euros dans ma veste. Alors l'imitation est à chier évidemment. Il a retrouvé 22 000 euros dans la veste. Il les a retrouvés en espèces, en billets de banque. Et là, Johnny, il donne 10 000 euros à son plus grand enfant, 10 000 euros à celui du milieu, et au plus jeune, il lui donne que 2 000 euros en espèces. Quelle est la morale de cette histoire? Pourquoi Johnny Hallyday n'a pas réparti équitablement la somme? Je vais vous donner la réponse immédiatement. Parce qu'au plus grand, j'ai donné 10 000, et au petit que 2 000. C'est ça le Juste Bistrot. On veut rire, on veut avoir la banane. Moi je l'aime bien, je la trouve sympa. Moi je trouve qu'en plus, avec cette imitation, il y a une épaisseur supplémentaire. Merci à Engrin Van Horstman pour le sub 42e mois. Ça c'est extraordinaire. 42 mois, c'est la longévité de la belette, si je dis pas de conneries. Sur TikTok, ce qui est intéressant, bonjour les amis de TikTok qui déboulent. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur TikTok. Vous me balancez des cœurs là, je veux voir des cœurs, on y va plein badin. C'est quoi cette histoire? Envoyez-moi les roses, les je sais pas quoi, on est de droite, putain, on a du pognon. Y a quelqu'un qui dit, par rapport à ma nouvelle coiffure, pour revenir sur le sujet numéro 1, qui dit un air de Thibaut Courtois. C'est pas faux. J'ai une tête de... J'ai une tête de con. Voilà. Non, mais on va pas le dire autrement. Tu vois, je vous raconte, j'étais chez le coiffeur tout à l'heure. J'aime bien vous raconter ça. Après, on va parler du 10 septembre parce qu'il faut parler d'actu. On se plaint que le contexte soit anxiogène, mais on a envie de parler d'actu. Bon, c'est pas grave. Je vous raconte le plus important, mon passage chez le coiffeur. Donc je vais chez le coiffeur, comme je vous l'ai déjà dit pour ceux qui suivent, mon coiffeur il est chauve. Donc je pense qu'il a un sentiment de vengeance. À mon avis, je pense qu'il y a des gens, ils font un métier pour se venger de quelque chose. Tu vois, à mon avis, les proctologues sont sujets aux hémorroïdes. Il y a une cohérence en fait. Il y a une cohérence.
Et bon, bah alors mon coiffeur il est chaud. C'est la vie, il fait ce qu'il veut. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est sympa comme tout, il est génial. Et bon, alors j'arrive, vous avez vu la gueule que j'avais avant. Il n'y a rien calé, il y a une repousse, c'était atroce. On aurait dit un balai à chiottes en promo chez Jiffy. Je déboule, je dis voilà, alors on va faire un dégradé. Il me dit bah oui, mais t'es déjà dégradé. Je dis alors déjà va te faire cuire le cul, que ce soit réglé. Hein, le spécialiste des ciseaux là, Édouard Romain d'Argent, déjà tu commences pas à m'emmerder. Et mais j'ai dit il faut dégrader. Tu me dégrades sur le côté parce que la repousse ça ressemble à rien. Après il me dit la longueur. La longueur, bah demande à Madame Milieu, c'est pas brillant. Il me dit non des cheveux. Décidément. Je dis là tu me laisses un peu de longueur. Faut que je puisse passer ma main dans les cheveux en ayant une allure de semi-beau gosse. Et là il me dit le sabot. Je dis ouais, je sais, j'ai une queue de cheval. Il m'a dit non, le sabot de la tondeuse. Ah, putain, décidément, hein, heureusement que t'es pas payé pour rigoler. Hein. Je lui dis le sabot, j'en sais rien. Est-ce que c'est mon métier le sabot? Je suis maréchal Ferrand? Non, je suis même pas Richard Ferrand. Alors le sabot, tu mets celui qu'il faut pour que j'ai une bonne gueule. Il me dit d'accord. Et là, il me coiffe. Bon, la coiffe est terminée. Il m'enlève le tablier là. Bon, j'avais une gueule de merde et je lui dis c'est pour ça que je te paye. Il m'a dit moi je m'occupe des cheveux, je suis pas magicien. Je suis parti, ça m'a énervé. Donc voilà la raison pour laquelle je me trimballe cette trombine. Bon bah c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Voilà. On choisit pas sa famille. On choisit pas sa coiffure. Donc voilà. Bon, c'est comme ça. Voilà, coiffeur à 12h30. Le rendez-vous c'est celui-là, on va pas en passer 3 semaines là-dessus les amis, parce que comme disait le grand Karl Marx, comme il disait, hein, je me rappelle en 1839, il déclara ceci, en fait, l'important n'est pas d'en parler, l'essentiel est qu'on s'en bat les couilles. Je crois qu'il a écrit ça, il me semble, dans Le Capital, tome 8, si je dis pas de conneries. Donc les amis, on va dans l'actualité. L'actu n'attend pas. Évidemment, l'actu n'a pas le temps. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Voilà, ça c'est Thierry Henry. Insupportable. Gigantesque boulard. On va commencer avec ça. Un best-of du boulard de Thierry Henry, qui est très drôle. Mais mon Dieu, quand il se prend au sérieux, c'est insupportable. Donc, je veux parler du 10 septembre et on va commencer avec un best-of Thierry Henry, les moments drôles de Thierry Henry. C'est parti, c'est aussi ça le Juste Bistrot. La force que nous avons, c'est que tout ça n'a évidemment aucun sens. 40, Lille contre Nantes, Stade Pierre-Mauroy, ils ont fermé le toit. Regardez. Juste pour nous, parce que comme ça mon nez va un peu moins couler. Marseille ne doit pas jouer en fonction de Milik, pour vous? Ne doit pas s'adapter à l'un des meilleurs numéro 9 d'Europe, peut-être? Meilleur numéro 9 d'Europe? Un des meilleurs, non? C'est trop fort pour Attention vous quand même. C'est trop fort? Attention quand même. Comme vous venez de dire, Non, tu peux dire tu. mon expérience, avec le respect que j'ai pour vous, je vous vois. Oui, voilà, j'essaie tout simplement d'apporter mon expérience. Tout à l'heure, tu as envoyé un petit truc game changer. J'ai déjà fait quelque chose avec toi en anglais. Ton anglais est très bon. Ton espagnol aussi. Non. Non mais, oui, non, je vois de temps en temps, tu es là, hola, ¿qué tal, todo bien? Merci beaucoup. Merci. Henri, t'es chez toi ici, hein? Thierry, qui m'a appelé Henri là? C'est ça l'éducation, la jeunesse. Il n'y a plus d'éducation, plus de respect. Ah bon? Eh oui les jeunes, faut respecter. Henri, on est ensemble. Ah, il a des boulards énormes de Thierry Henry, joueur extraordinaire, mais c'est vrai que ses interventions quand il était entraîneur à Monaco, c'était terrible. Et j'ai envie d'enchaîner sur une autre vidéo qui me fait rire. Tant qu'on est sur... Je partage des trucs comme ça. Après, on va se faire chier avec l'actu, promis juré. Il y a quand même un truc qui me fait mourir de rire. Avec Kylian Mbappé, ce sont les accents. Les accents de Kylian Mbappé. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, les amis. Je vous montre cette vidéo. Après, on va dans l'actu. Dans la catégorie des joueurs insupportables, alors qu'ils sont très bons, il n'y a pas de problème. Mais Mbappé, je le trouve aussi insupportable. Tout est tellement calibré. Regardez, les accents d'Mbappé, ça me fait crever de rire. Voilà, il a relevé son challenge. Maintenant, c'est à vous. Hein. Gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao. Verratti
Messi a prolongé, Marquinhos a prolongé, selon vous, c'est dans les tuyaux. J'ai déjà discuté de ça. La dernière, c'est la dernière. C'est pour nous. Cadeau, c'est cadeau. Neymar, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Voilà, il l'a montré aujourd'hui. Après, il a peut-être pas marqué, mais on est passé, c'est le plus important. Et ça a profité à Dima qui a fait On a un pays à faire gagner. Mais après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoring, le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot depuis longtemps. Empezamos bien, fuimos en el ritmo del partido, trabajamos juntos y después tenemos la victoria. Il me fume, je l'adore cette noisette, on l'embrasse évidemment. Kylian Mbappé qu'on recevra en live demain. Évidemment, je rigole pas du tout, jamais de la vie, parce que il a autre chose à foutre, parce que c'est le 10 septembre, parce que c'est le chaos. Les gauchistes, les droitards, tout le monde. C'est tout le monde le chaos. C'est tout le monde sauf Macron. Donc voilà, 10 septembre les amis, on y va dans l'actualité les copains évidemment. On ne peut pas faire l'économie aujourd'hui de ce qui se passe en France les copains. On ne peut pas, vous l'avez vu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on parle un petit peu de ces manifestations en France. C'était attendu, le mouvement du 10 septembre. On redevient sérieux un petit peu, l'actu, avant tout. On rappelle alors le contexte qui est très important et après j'essaierai de vous proposer les amis une analyse un petit peu différente, une analyse à la sauce juste milieu parce que j'ai pas envie de rajouter du commentaire au commentaire et vous savez à quel point j'adore commenter le réel qui est en train de s'écrire, ça n'a à peu près aucun intérêt, donc je vais essayer de vous proposer un petit peu autre chose. Donc ce mouvement du 10 septembre qui a commencé à émailler sur les réseaux sociaux il y a quelque chose comme 2 mois, si je dis pas de conneries, peut-être un petit peu plus, avant les vacances d'été. Un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, avec à l'origine, on ne sait pas trop qui, en fait, on ne sait pas trop quel groupuscule, une mise en place un petit peu nébuleuse qui avait attiré les soupçons parce que très tôt, une date avait été fixée, la date du 10 septembre, ce qui pouvait peut-être un petit peu nuire à la sincérité, on va dire, du mouvement et la sincérité de l'organisation. Il y avait eu des critiques un petit peu de toutes parts, on a essayé d'y greffer pas mal de choses, notamment le mouvement Nicolas Quipé, ce genre de choses. Et puis évidemment, c'est mis en place une incroyable machinerie médiatique avec nos amis des médias mainstream qui ont évidemment tout fait pour manipuler le mouvement, pour dissuader les Français d'aller manifester. Et ça a marché. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, alors comme je vous l'ai dit les amis, j'insiste, hein, je commande des événements qui sont en train de s'écrire, donc c'est absurde, parce que peut-être que dans 10 minutes, il y a un policier qui va tirer dans la foule, ou dans 10 minutes, il y a une voiture qui va rouler sur un policier. La situation est lourde, la situation est imprévisible, donc ce que je fais là, si on se contente de commenter le réel, ça n'a à peu près aucun sens. C'est pour ça que je prendrai un autre angle d'analyse tout à l'heure, parce qu'il peut se passer tellement de choses, que n'étant pas devin, je peux passer mes mains au-dessus de mes boules autant que je veux, je verrai jamais l'avenir. Je préfère essayer de prendre d'autres angles. Mais le premier constat que l'on peut faire aujourd'hui, alors que le réel s'écrit sous nos yeux, le premier constat, c'est que les médias ont réussi à manipuler les esprits, qu'on le veuille ou non. Les médias ont réussi à établir une propagande autour du mouvement du 10 septembre qui, on le rappelle, au départ était un mouvement où des Français, dans lequel des Français souhaitaient faire entendre leur grogne, leur désaccord avec ce qui se passe, souhaitaient faire entendre leurs problèmes, souhaitaient se mobiliser pour faire parler de cette France que l'on n'est plus habitué à entendre. Cette France qu'on a souvent comparée aux Gilets jaunes. Bon la jolie propagande médiatique s'est mise en place et on a vu s'installer un discours nous expliquant que, évidemment, c'était pro-russe, le Parisien de ce week-end, le Parisien dimanche du 7 septembre, nous expliquait que c'était un mouvement qui était encouragé par des comptes pro-russes. On nous a expliqué que c'était la renaissance des Gilets jaunes. On nous a expliqué que c'était infiltré par l'extrême gauche. Vraiment, il manquait plus que de dire qu'en fait, dans les manifestants, il y avait la petite fille de Palpatine, le neveu d'Hitler et la grand-tante de Cruella, et c'était gagné. Vraiment, tout a été mis en place pour décrédibiliser le mouvement et surtout, ce qui me semble le plus dangereux, pour dissuader les vrais Français d'aller manifester. Par vrais Français, j'entends
par l'expression vrai français, pas une question d'origine, mais une question de ces Français que l'on n'entend pas, les vrais Français qui manifestent. Aujourd'hui, les gens qui manifestent pour la plupart sont un petit peu comme des acteurs manifestants qui sont toujours les mêmes, les Black Blocs, les bidules. Tout le monde est à sa place dans cette grande pièce de théâtre, une pièce de théâtre où les vrais Français qui auraient raison de se faire entendre sont cantonnés au rôle de spectateurs. Donc, là-dessus, les amis, je pense que le premier constat que l'on peut faire, c'est celui-là. Les médias ont réussi leur coup de manipuler le mouvement, de raconter n'importe quoi, de dérouler une propagande. Jusque-là, pas vraiment de surprise. Mais surtout, leur but était, à mon avis, de dissuader les vrais Français, ceux que l'on n'entend pas, les Français de la France profonde, de la France périphérique, qui auraient eu l'occasion de se faire entendre. On a dissuadé ces gens-là en leur expliquant que s'ils allaient manifester, c'était des néo-nazis, c'était des gauchistes, c'était des Black Blocs, c'était des pro-russes. En fait, c'était des connards, autrement formulé. Donc les médias ont fait ça gentiment et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Donc, à travers ce constat, ce que l'on peut dire, c'est que le fait de fixer la date du 10 septembre aussi tôt a donné une cartouche aux médias. Parce que, et c'est difficile de faire autrement, à l'ère des réseaux sociaux, il est difficile de faire en sorte que les dates ne fuitent pas, d'une certaine manière. Mais les médias ont pu s'organiser, et ils ont eu le temps de dérouler une propagande. L'apprentissage que ça nous donne en cas de prochains mouvements sociaux, c'est que s'il doit y avoir une date, elle doit être approchée. Les médias ne doivent pas avoir le temps de dérouler leur propagande. Et ce qui m'embête, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Tout ce que je veux dire là-dessus, point. Les médias ont eu le temps de dérouler leur propagande et donc de dissuader les vrais Français d'aller manifester. Donc c'est ce qui me semble hautement problématique. Ensuite, les amis, quand je vous parlais tout à l'heure d'un angle de vue un petit peu différent, je vous dis pas que c'est le meilleur, je vous dis pas que j'ai l'analyse la plus brillante du secteur. Je vous dis ça avec mon cerveau, avec mon cœur. Vous verrez ce que vous en faites, si vous aimez ou si vous aimez pas. Mais comme je vous l'ai dit, je déteste en fait le commentaire gratuit sur un réel qui est en train de s'écrire. On est condamné à l'hypothèse, on est condamné à du propos gratuit, dont généralement on n'assume pas les conséquences en cas de réalisation ou de non-réalisation des prédictions en bois. Donc ça m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas. Et aussi, j'ai pas envie de contribuer à la création de fausses peurs ou de faux espoirs. Que ce soit dans les médias mainstream ou dans certains médias alternatifs, le discours de Macron va tomber, non mais vous allez voir ce que vous allez voir, non mais je sais pas quoi et tout, en fait, au fond, tout ça participe à créer des faux espoirs, des lendemains qui chantent, d'un pouvoir qui tombe, d'une manifestation qui réussit et je ne sais quoi. Ou du chaos, ou de ce genre de peur ou d'espoir. La peur et l'espoir ont ceci de commun qu'elles sont dépendantes, enfin que ce sont des émotions dépendantes d'événements qui restent à réaliser. C'est pour ça que l'espoir et la peur me font peur et j'ai pas, je redoute la peur et l'espoir, les amis, à travers ce que je peux vous dire dans Juste Milieu, parce que j'ai pas envie de contribuer à la peur et l'espoir dans la mesure où ça nous place tous dans une position d'attente. D'événements qui restent à réaliser, d'événements futurs et compagnie. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de vous proposer des éléments d'analyse pour mieux comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe. Le futur dépend pas de moi, vous vous en doutez. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport au 10 septembre, les amis, et ça fait référence à une vidéo que j'ai faite il y a quelque temps sur le bouquin Hypnocratie. Je sais que certains d'entre vous ont lu le livre, donc ça fait plaisir, les amis. C'est aussi ce que j'aime bien faire de temps en temps, vous donner des références de bouquins pour lire, découvrir plein de choses et compagnie. Donc, pour rappel, très, très rapidement, ce bouquin Hypnocratie que je n'ai pas là, qui est... et je sais pas où. Merde. Bon, c'est pas très grave. Je sais pas où il est. Il doit être dans la bibliothèque. Au moins, vous avez pu admirer mon Manuk. Et Manuk Chao, d'ailleurs, excellent chanteur de Do. Et vous avez pu admirer Manuk et mon dégradé. Donc, ce bouquin Hypnocratie, les amis, donc c'est toute une histoire d'un livre qui a été écrit par un philosophe italien. Et en fait, il a, entre guillemets, coécrit ce livre avec une intelligence artificielle, ce qu'il explique à la fin de l'ouvrage. Donc c'est une sorte de mise en abîme de l'intelligence artificielle qui est amenée à réfléchir sur elle-même. Et la grande théorie de ce livre, donc c'est le titre d'ailleurs, Hypnocratie, c'est quand même bien foutu. La grande théorie de ce livre, c'est de dire que nos systèmes, en tout cas occidentaux, reposent sur une multiplication de narratifs. Par narratif, on entend le récit d'un événement précis par un camp idéologique ou politique précis. C'est-à-dire, on va faire simple, vous voyez avec le 10 septembre, les gens d'extrême droite vont avoir une lecture, les médias d'extrême droite vont avoir une lecture, les médias d'extrême gauche vont avoir une lecture, et ainsi de suite.
Cette multiplication de narratifs, un peu comme une lasagne, vous savez, va créer l'hypnose. C'est-à-dire que les individus lambda, comme vous et moi, qui se retrouvent au milieu de cette lasagne, submergés par des narratifs différents, par des couches différentes de narratifs, vont devoir soit choisir un narratif, ce qui dans ce cas-là les amène vers des biais idéologiques, s'accrocher à un narratif en sachant très bien que de par le fait que ça soit un narratif, c'est un biais, il y a un biais idéologique qui est choisi. Soit on s'accroche donc, première option, on s'accroche à un narratif précis, soit on accepte de naviguer en conscience entre tous les narratifs en comprenant bien qu'il n'y a aucune vérité absolue dans aucun narratif. Et le problème, c'est que le citoyen lambda, ne choisissant pas d'option, se retrouve dans un état d'hypnose. Donc, c'est le terme du livre, l'hypnocratie, c'est-à-dire le maintien du pouvoir en place, le maintien de notre système qui va hypnotiser les individus avec des narratifs qui se succèdent. Donc, par exemple, de manière assez simple, vous prenez les scandales politiques. On va vous dire, Bardella, il a fait ça. Ah oui, mais vous avez vu Ruffin, il a fait ça. Mais vous avez vu Knafo, il a fait ça. Puis Macron, il a fait ça. Puis Blast a révélé que Bidule a fait ça. Et cette succession de narratifs, cette succession d'événements, cette lasagne dans laquelle nous sommes piégés, nous met en état d'hypnose. On est comme hypnotisé par le flux des événements, incapable de reprendre la main sur notre cerveau, de reprendre la main sur notre façon de penser, pour essayer de flotter un petit peu dans tout ça. Comme je vous l'ai dit, on s'accroche à un narratif en disant moi, ce que je veux croire, c'est ça. Mais au fond, on sait très bien que la vérité n'est pas là. Et qu'on se leurre en n'acceptant qu'un seul narratif. C'est tout le problème du biais politique aujourd'hui. Quand vous faites discuter un pro-RN et un pro-LFI, ce qui est intéressant à observer, presque de manière scientifique, vous savez, vous mettez une table avec ces deux personnages, vous mettez derrière une vitre sans teint. Ce qui est passionnant à regarder, c'est que on comprend que ces gens-là, ça n'est pas qu'ils sont en désaccord structurel. C'est juste qu'on a des gens qui essaient d'abord de se convaincre eux-mêmes. Donc pour se convaincre eux-mêmes, ils vont surcharger leurs arguments, ils vont surcharger d'accusations, d'insultes, de reproches la personne qu'ils ont en face et qui pourrait les mettre en danger dans leur propre certitude. Par exemple, le pro-LFI va dire « Oui, mais le RN, vous êtes néo-nazi ». Au fond, il sait très bien que c'est faux. Il sait très bien que quand tu vois Bardella, le premier truc qu'il a enfilé, c'était pas un brassard nazi. Tout le monde voit bien. Je suis certain que les pro-LFI, pour les plus honnêtes, au fond, sont bien d'accord que Marine Le Pen, elle n'est pas néo-nazie. Mais pour éviter de mettre en doute les certitudes pro-LFI, je caricature, on a besoin que l'autre soit un méchant. Et c'est pareil dans l'autre sens. Je suis certain que des gens qui votent RN, qui sont convaincus du RN, quand ils disent « toute façon LFI c'est des pro-Hamas, c'est des nazis », d'ailleurs c'est marrant parce que c'est la même accusation. Donc si tout le monde est nazi, soyez ensemble, entendez-vous. Aujourd'hui tu prends le débat politique, tu as des nazis de chaque côté. Le RN par transmission historique, LFI par soumission au Hamas. Donc si tout le monde est nazi, faites une grande table, on appelle ça le 4e Reich. Donc c'est dire à quel point l'argument est bidon. Mais tout ça pour dire que le pro-RN a besoin de considérer son adversaire politique comme la lie de l'humanité. Il a besoin de lui reprocher les pires choses pour ne pas être bousculé dans ses certitudes. Parce que si ces deux individus se rendent compte qu'au fond, ok, ils ont des convictions politiques, il n'y a pas de problème, mais que leur adversaire n'est pas un serial killer, n'est pas un néo-nazi, n'est pas je ne sais quoi, et que leur adversaire est juste un citoyen de la société qui essaie de nourrir une idéologie différente, avec toute son honnêteté, avec toute son intelligence et compagnie, à partir de là, le débat politique n'a plus rien à voir. Donc, on a besoin de mettre les individus dans un état d'hypnose, en multipliant les narratifs, les machins. Vous avez compris cette métaphore de la lasagne. Donc, de la superposition de narratifs sur un événement X. Tout le monde va y aller de sa version, et en fait, au bout du compte, on ne comprend plus rien. Donc, ce qui est intéressant et ce que je voulais vous proposer, les amis, enfin, ce que j'espère sera intéressant, ce que je voulais vous proposer, les amis, c'était par rapport au 10 septembre, justement. Comment on peut appliquer ce qui est dit dans le livre Hypnocratie par rapport au 10 septembre. Parce que autant le livre Hypnocratie fait le constat de cette lasagne qui nous hypnotise, de tous ces narratifs dans lesquels on baigne et qui nous empêchent de saisir le réel pour ce qu'il est, qui nous empêchent de douter, qui nous empêchent de comprendre que le système se maintient grâce à des individus hypnotisés. Le livre Hypnocratie nous donne aussi la solution
Et c'est ce qui est très intéressant. C'est qu'on a la solution en comprenant que, à partir du moment où on accepte l'idée qu'il n'y a pas de vérité officielle dans aucun narratif. C'est-à-dire que sur le 10 septembre, tout le monde a sa version, tout le monde a son explication, tout le monde a son analyse, mais qu'au fond, croire en une analyse, c'est accepter un biais idéologique et ou politique. Donc, si on veut se comporter en vérité, d'une certaine manière, si on veut se comporter de manière lucide par rapport à ces couches de narratifs, il faut accepter de naviguer entre les couches, de se dire « je n'aurai jamais la vérité, mais au moins j'ai la lucidité de comprendre que je ne veux pas être hypnotisé. » Donc, je regarde tous les narratifs, je les étudie, je les réfléchis, mais je n'en tiens aucun pour vrai. Ce qui va m'empêcher d'être hypnotisé, ce qui va m'empêcher de me leurrer moi-même en vérité. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport au 10 septembre, les amis, c'est exactement ça. Vous avez vu comme moi les vidéos sur les réseaux sociaux, il y a plein de vidéos, il y a des trucs qui s'enflamment, des trucs qui s'enflamment pas, les centaures déployés devant l'Élysée, il y a plein de vidéos. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire ? En vrai, si je veux faire des vues sur les réseaux sociaux, sur les médias alternatifs et compagnie, je pourrais vous dire « Macron va tomber, ça y est, on va foutre le feu à l'Élysée, le peuple reprend le pouvoir. » Bon, ça me coûte pas cher, au-delà du fait que je l'appelle de mes vœux, j'en sais rien. Au fond, j'en sais rien. Et d'ailleurs, le réel me pousse à vous dire une connerie, si je vous dis ça. Le réel fait que je vous dis une connerie. Parce qu'on a déjà vu bien des manifestations, on a déjà vu bien des mouvements, et jusqu'à présent, Macron, il est toujours tranquille, la main sur ses burnes, à l'Élysée, peut-être même sur les burnes de sa gonzesse. Donc, le réel fait que j'aurais tort de vous dire ça. Pour autant, je devrais vous le dire, parce que ça fait des vues. Macron va tomber, on va foutre le feu, machin. Ça, c'est un premier narratif. Premier narratif, pareil, admettons, j'ai une chaîne d'extrême droite. Tendance droite, extrême droite. Pour faire des vues, le narratif que je vais défendre, j'essaie vous allez voir, de mettre à la place de tous les médias alternatifs ou mainstream, qu'importe, et de vous montrer, en fait, la succession de narratifs sur un même événement. De vous montrer pourquoi des groupes d'idées, des groupes politiques, des groupes idéologiques ont intérêt à défendre un narratif plus qu'un autre. Et c'est ça qui m'intéresse par rapport au 10 septembre. C'est pas de parler des événements. Comme je vous l'ai dit, c'est du réel, j'en sais absolument rien. Ce qui m'intéresse, c'est de parler des discours autour des événements. Parce que ces discours contribuent à maintenir le système. Chacun a besoin de construire son narratif pour capter toujours plus de gens. Je reviens à l'analyse des différents narratifs. Donc, le narratif média alternatif classique, média dissident, Macron va tomber, nanana. Bon. Le mec, malgré tout ce qu'il a fait, il a paupérisé la France, il a menti, il a trahi. Avec toutes les casseroles que Macron a dans le sac à dos, ce serait aujourd'hui, 10 septembre, qu'il va tomber. Bon, le narratif tient pas, vous le voyez bien. Mais ça me permettrait de faire des vues. Bon. Admettons, j'ai un média alternatif ou mainstream d'extrême droite. Tendance extrême droite, RN, Reconquête. Là, je vais vous dire, le 10 septembre, c'est avant tout une infiltration gauchiste et la faute des Arabes. Ça me coûte pas cher de vous dire ça. Hein. Évidemment qu'il y a des preuves, et c'est la grande force des narratifs, c'est qu'ils ne sortent pas de nulle part. Tous les narratifs que je vais vous mettre sur la table, les amis, là, dans quelques minutes, le pire, c'est qu'ils sont tous valables. C'est ça le piège de l'hypnocratie. C'est que chaque narratif s'appuie sur le réel. Dans les cortèges, aujourd'hui, oui, il y avait des gauchistes, oui, il y avait des black blocs, oui, il y avait des racailles. Donc, tous les narratifs se tiennent. Donc, je pourrais vous dire ça. Si j'étais un média tendance extrême droite, je vous dis ça. Je vous dis voilà, c'est à cause des gauchistes, c'est à cause des immigrés, l'instabilité politique qui est créée, c'est scandaleux. Ok, bon. C'est ni vrai ni faux, en vérité c'est un peu les deux. C'est un peu les deux à la fois. Je frotte mon audience dans le sens du poil, tout va bien madame la marquise. Ça c'est CNews, Frontières, L'Incorrect, un peu le Figaro, vite fait, voilà. Si j'étais un média d'extrême gauche, Libération, Blast, Usul, toute cette équipe-là, je vais vous dire, le 10 septembre, il faut faire tomber le capitalisme, on a été victime de violences policières. Là encore, rien n'invalide ce narratif. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a encore des policiers qui vont faire des bavures. Évidemment, on veut faire tomber le capitalisme en filmant avec des iPhones, c'est bien connu. On connaît. Donc discours d'extrême gauche classique. Tout va bien, madame la marquise, là encore. Je frotte mon audience dans le sens du poil. Nouveau narratif.
Donc vous voyez, déjà, on a 3 narratifs qui se basent sur des mêmes événements et qui ne racontent absolument pas la même chose. Alors après, on peut le décliner à l'envie, hein. Vous faites ce que vous voulez. Admettons, j'ai un média pro-Macron. Bon, admettons, j'ai un média mainstream. Média pro-Macron. Bon, on va te dire, en fait, tout ça, c'est à cause des casseurs, infiltration pro-russe, transphobe. Bon, l'avantage, quand t'es pro-Macron, c'est que tu peux dire tout ce que tu veux. Pour ton narratif, ça passe. Donc, vous voyez le principe. Je vais pas faire ça pendant des heures, les amis. Vous avez compris l'idée. Ce qui m'intéresse avec le 10 septembre, c'est pas de commenter le réel en train de s'écrire. Parce que, pour moi, ce serait défendre un narratif plus qu'un autre et, au fond, brosser mon audience dans le sens du poil à travers ce qu'elle veut entendre. Je trouve pas ça très intéressant. Ce que je veux tenter de vous démontrer par rapport au 10 septembre, les amis, j'aimerais vous amener à rester lucide sur le récit qui est fait des événements, qui est fait aujourd'hui et qui sera fait là dans les jours à venir. C'est pour ça, au fond, je prends pas de risque. Je suis pas devin, je peux pas savoir ce qui va se passer. Par contre, ce que je peux savoir, c'est que chaque camp idéologique et politique va défendre un narratif spécifique. Et notre système fonctionne de cette manière-là. Il fonctionne par cette hypnocratie, cette lasagne, cette succession de narratifs qui, au fond, avec l'apparence de la dissidence, avec l'apparence de la critique, va maintenir tout le monde à sa place. Parce que les gens d'extrême droite, ils vont écouter des discours d'extrême droite en disant « Putain, décidément, les gauchistes, ils font chier. » Les gens de gauche, extrême gauche, ils vont entendre des discours de gauche, extrême gauche. « Ah bah putain, les droitards, un jour, on les aura. » Les pro-macronistes vont entendre un discours pro-macroniste. « Ah bah putain, pauvre Macron, il subit. » Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est paradoxal dans ces narratifs, et là, je parle surtout dans le camp dit alternatif, c'est que lire chaque événement, imposer un narratif à chaque événement, narratif qui ne fait que maintenir les gens dans leurs convictions, dans leurs biais, ça change rien. Précisément, ça permet au système de se maintenir. C'est tout le piège de l'hypnocratie. C'est tout le piège. Parce que, admettons, le jour où ces médias biaisés, qui nourrissent des narratifs préconçus, disent la vérité, disent... Au fond, on a un peu tous un ennemi commun, c'est celui qui rend la vie impossible aux Français. Celui qui prend la décision d'appliquer les lois Covid, celui qui prend la décision de favoriser l'immigration, celui qui prend la décision de paupériser les peuples. Il y a toujours un ennemi commun, c'est le pouvoir en place, c'est le système en place. Tant qu'on ne désigne pas ça, tant qu'on ne dit pas aux gens... Levez la tête, regardez en haut de la pyramide, vous avez un ennemi commun, arrêtez de vous bagarrer 5 minutes, on va y arriver. C'était la mécanique des gilets jaunes. Il y avait des gens qui avaient compris qu'il fallait passer au-dessus des clivages artificiels pour faire changer les choses. Regardez comme on a voulu mater les gilets jaunes, c'était pas pour rien. Donc, ce que je vous décris là, j'ai absolument rien inventé, hein, qu'on soit bien sérieux, c'est le diviser pour mieux régner. C'est Machiavel. Machiavel qui a théorisé ça dans un bouquin qui a plus de 500 ans, les amis. Il y a plus de 500 ans, on nous l'expliquait déjà. Pour qu'un système se maintienne en place, il faut créer des divisions. Tant que les gens se battent entre eux, ils ne se battent pas contre le système. Donc c'est gagné. C'est pour ça que tous ces narratifs me cassent les pieds. Je ne suis pas plus malin que les autres. Et moi aussi, j'ai contribué à plein de narratifs, il n'y a pas de problème. Je ne fais pas des procès de je ne sais quoi. Moi-même, je suis une pompe à vélo sur plein de trucs, il n'y a pas de problème. Et les reproches, je les prends, évidemment. Mais par contre, ce qui m'intéresse, les copains, c'est d'essayer de vous amener à voir les choses autrement, à prendre un peu de hauteur. Parce que vous avez tous raison. Quelles que soient vos convictions, vous avez tous raison de désigner un ennemi. L'étranger, le gauchiste, le droitard, le Macron, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Mais le jour où les gens comprennent que c'est un système global qui fonctionne sur ce diviser pour mieux régner, là on gagne, là on peut espérer quelque chose. Regardez la structure des gilets jaunes. Donc c'est ça qui m'intéresse, les amis. Par rapport au 10 septembre, c'est ça que je voulais vous dire. Après, vous avez vos convictions. Attention, c'est une nuance importante, les amis. Avoir des convictions, adhérer à un narratif, n'empêche pas d'être lucide. Ce que je vous dis là, vous pouvez y adhérer, vous pouvez l'accepter intellectuellement en ayant des convictions politiques. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que plus on va accepter qu'il faut d'abord se battre contre un système pour faire changer les choses, plus on va comprendre que c'est ce combat initial contre le système qui va permettre à chacun d'arriver au bout de son horizon politique. Faire tomber le système en place, ça permettra aux gauchistes de réaliser leurs projets idéologiques, aux droitards de réaliser leurs projets idéologiques, et ainsi de suite. C'est une reconfiguration du système. Et après, comme on dit, au meilleur la guirlande.
Après, après, on refait des élections, ou on refait le système qui sera en place, un nouveau système, nouveau mode d'élection, une désignation, j'en sais rien. Et là, après, si on reste en démocratie, ce sera au peuple de décider quel nouveau système politique prend le pouvoir. Donc, ça n'enlève pas les ambitions de chacun. C'est aussi ça qui est intéressant. Donc, voilà les amis, ce que je voulais vous dire par rapport au 10 septembre. C'est peut-être un peu long, excusez-moi, j'espère que c'était pas trop laborieux. Je me suis lancé dans une grande explication, mais pour vous le dire en d'autres mots un peu plus personnels, ça m'emmerde ce que je vois, de partout. Dans les médias alternatifs, les machins, les bidules, ça m'emmerde parce qu'au fond, c'est du commentaire gratuit, de dire Macron, ci, ça. Je suis pas certain qu'on rende service à nos spectateurs, à leur dire ce qu'ils savent déjà, à leur montrer des vidéos qui ne font que confirmer ce qu'ils pensent déjà. Je crois vraiment que c'est le meilleur moyen de maintenir ce système en place. C'est vraiment le meilleur moyen. Essayons de faire sauter les verrous, essayons d'apprendre à penser contre nous, à penser autrement. Et il y a plein de gens qui sont super à cette question-là. Je pense par exemple à Étienne Chouard qui était sur Toxin ce matin, c'était passionnant. Donc, qu'on soit bien d'accord les amis, je ne suis pas du tout le gourou dans cette affaire. Il y a évidemment plein de gens autrement plus brillants que moi qui font ce boulot-là. Mais je pense que ce sont ces gens-là qui devraient être mis en avant plutôt que des types qui vont vous dire ce que vous pensez déjà. Je regardais un peu sur les réseaux sociaux pour vous préparer cette séquence les amis. Ce qu'on voit, c'est vraiment extraordinaire. L'extrême gauche qui est déjà sur le discours violence policière, lutte contre le capitalisme. J'ai vu l'extrême droite avec les racailles qui cassent tout, c'est Nicolas qui paye. J'ai vu tout ça. Tout le monde est dans son rôle en vérité. Tout le monde est dans son rôle et je trouve ça assez ridicule. Avec un nouveau phénomène. Et après, je prends tous vos commentaires, les amis. C'est important. Hein, vous le savez, j'adore avoir vos retours, vos commentaires là-dessus, que vous soyez d'accord ou pas. Il y a un nouveau phénomène, je trouve, qui s'installe dans les événements qui se passent en France, et notamment les événements de manifestations, comme nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai noté ça, je pense que ça vient peut-être un peu compléter ce que je vous dis, après c'est à discuter. Je crois qu'il y a un phénomène malsain aujourd'hui dans les mouvements populaires, c'est la recherche de la séquence réseaux sociaux. C'est-à-dire... évolution technologique faisant, accélération de l'information faisant, il n'y a pas de problème. Il y a aujourd'hui une provocation, une recherche de la séquence. Je pense par exemple de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très intéressant, qui a ses idées aussi, mais c'est Ilan Gabé. Vous savez, c'est un jeune militant qui est très actif sur les réseaux sociaux. Il a publié ça il y a quelques minutes, regardez. On filme. On filme. Oh il a frappé un journaliste, lui. Matricule, s'il vous plaît. Arrête-toi. Il est où ton... Mais qu'est-ce que t'as contre la caméra, là ? Tu vois, donc, Ilan Gabé, donc, qui se prétend journaliste, alors qu'il ne l'est pas, c'est tout le débat. Faut-il une carte de presse pour être journaliste ? Il n'y a pas de problème. C'est pas tant le sujet. Il arrive façon influenceur devant un flic en tenue avec une matraque et on a une volonté de recherche de la séquence. Je parle pas de provocation, je parle de recherche de la séquence. Et regardez le post sur les réseaux sociaux tout en majuscule. Alerte, un policier violente un journaliste et frappe ma caméra lorsque je tente de filmer son matricule. Tu vois, on a, ça c'est pour le côté gauche, extrême gauche. Dans le côté droite, extrême droite, on a eu le collectif Némésis, donc collectif féministe qui a déboulé dans une manifestation. Il s'est passé ça. Donc évidemment, loin de moi l'idée de normaliser cette agression d'une femme qui a violenté une autre femme du collectif Némésis. Malgré, il faut le rappeler d'ailleurs, malgré la présence, et ce qui renforce un peu l'argument de ce que je voulais vous montrer, ce qui renforce l'argument, c'est que Némésis, attendez, hop, et ça aussi c'est terrible, Némésis, il s'est passé tout ça, alors que ils ont avec eux une milice privée. Tu vois, regarde, t'as des types qui les encadrent, des types qui ont des matraques et compagnie. Même chose pour Jordan Florentin côté frontière. Ils ont un personnel de sécurité privée autour d'eux. Donc il y a une volonté d'aller dans des manifestations à tendance marquée extrême gauche, comme une forme de provocation, entouré de personnel de sécurité pour éviter les débordements. Et en plus, alors peut-être que c'est des membres de la police, attention, effectivement, c'est des types qui ont des brassards, apparemment oui, j'espère que c'est la police, oui, il y a un brassard police, donc je pense, ce sont des membres de sécurité qui sont là, qui protègent des gens qui sont dans une démarche de provocation. Et tous les camps sont dans cette démarche-là, tu vois, par exemple à Rennes, regardez, un étudiant qui s'est foutu au-dessus d'un abribus pour lire, voilà, la séquence réseaux sociaux, tu vois.
La séquence réseaux sociaux à pas cher. Et je trouve que ça vient encore plus biaiser les débats par rapport à ce que je vous disais. Alors, je suis dans un biais de confirmation, j'essaie de confirmer mon raisonnement, les amis. Et après, je prends tous vos commentaires pour discuter de ça. Les amis, je pense que cette recherche de la séquence réseaux sociaux, c'est ce qui vient compléter le danger de l'hypnocratie, le danger des narratifs. Parce que avec ce genre de séquence extrêmement virale, on ne va retenir qu'un élément qui valide l'entièreté d'un narratif. Donc je trouve que c'est extrêmement dangereux et ça doit encore plus nous pousser, les amis, vraiment à la lucidité et à la vigilance par rapport à tout ce qui se passe. Nous sommes vraiment au centre de nombreux narratifs, de nombreuses manipulations. Et ce qui m'angoisse le plus, c'est que toutes ces manipulations-là, tous ces narratifs-là sont les meilleurs alliés du système en place. C'est ce qui est encore plus effrayant, en fait. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que tant qu'on maintient chacun dans des clivages à hauteur d'homme, si j'ose dire, chacun se regarde en disant « l'ennemi, c'est le gauchiste, c'est le droitard, c'est l'immigré, c'est le patron, c'est je ne sais quoi ». Personne ne regarde en haut pour comprendre qu'il y a un ennemi commun et que si on en est à un tel niveau dans la société française, c'est à cause de ceux qui décident. C'est bête ce que je vous dis, mais c'est à cause de ceux qui décident. Donc je trouve ça assez fou. Donc je voulais revenir avec vous là-dessus. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous avez trouvé ça intéressant ou pas, si vous préférez que je parle de l'actualité vraiment en temps réel, à vous montrer des séquences, des choses comme ça. Je suis très curieux d'avoir vos retours. Les copains, merci à tous, hein, vous êtes très nombreux les amis, déjà presque 1200. N'hésitez pas sur tous les réseaux hein, à liker, à partager. On a besoin de votre soutien, vous le savez, parce que bah voilà, on essaie de faire le boulot et on fait le boulot grâce à vous. Donc n'hésitez pas les copains. Sam6 qui nous dit « Tu nous apprends rien Rémi, enfin en ce qui me concerne ». Geekophile TV qui dit « Homme de droite, allez aux manifestations gauchistes pour en extraire leurs plus belles femmes, les enfanter puis les rééduquer. » En toute légèreté. Stratus 13, par contre, vu que je bloquais le passage au bout de 20 minutes, j'avais 4 personnes dont une femme qui m'ont aidé pour relever la remorque car je bloquais quoi ? Alors j'ai rien compris. Camimi Crêpe 33, votre live sera en rediff sur YouTube, oui, dans 2 jours, sur Juste Milieu VOD. News 2000, le monde politico-médiatique est une pièce de théâtre, la rue est un cirque. Quasimodem, de toute façon, si vendredi on passe simple A, le sujet unique général deviendra le calendrier du scénario à la grecque qui sera mis en place. Complètement d'accord avec ça. Albatar 24-21, les médias maintiennent le clivage droite-gauche, mais la vraie bataille, c'est le peuple versus les élites. Neutron Lent, nickel Rémi, ton angle décalé est bon. ZLRNT, j'ai payé en CB, mais au Luxembourg, donc pas de TVA, j'ai pas trahi le mouvement, j'espère. Olivier Marstrez, si manifester servait à quelque chose, ça fait longtemps que ça serait interdit, c'est Coluche évidemment. Éclat 15, le commentaire en direct c'est sympa pour contenter notre génération du tout de suite maintenant, mais pas très intéressant pour faire du concret. Gaëtan Seguin 38, de toute manière les médias gauchistes comme droitards imposent un récit de sectarisme de manière à maintenir le pouvoir en place, sinon pourquoi autant de subventions de l'État ou d'absence de censure les concernant. Plutôt d'accord avec ça aussi les amis, hein, plutôt d'accord avec les éléments que vous rajoutez. On a Engegarde, les deux camps ont quelque part raison, mais tellement d'écart entre ces divisions que je ne sais pas si on pourra les réunir et ce chaos profite à l'ennemi commun. Merci à mon Julien002 pour le subprime. 33e mois, merci beaucoup camarade. Renard83 qui dit oui, très intéressant, c'est pour ça que j'aime le projet de Fred le parésiaste de X sur l'intelligence collective, c'est une des pistes intéressantes pour sortir de ces dichotomies factices et entretenues. Mariator Ninja qui dit c'est intéressant, oui, mais c'est difficile de savoir comment convaincre les autres qu'il faut sortir de ces schémas de pensée. Personne ne veut sortir de cette bulle de pensée qu'il juge la plus vraie. Alors là, cher ami, je suis bien d'accord avec toi, C'est pour ça que, modestement, sur Juste Milieu, j'essaie d'amener un autre son de cloche. Alors, j'insiste là-dessus, les amis. C'est pas moi qui ai raison, c'est pas moi le meilleur de tout ça, c'est pas le sujet. Je vous l'ai dit avant mon départ en vacances, j'étais peut-être un peu aigri de voir tout ça s'installer. J'avais des positions peut-être un peu plus marquées parce que ce qui se passe me gonfle. J'étais assez clair là-dessus. Je vais pas revenir sur ça tous les jours. Mais il y a une évolution qui m'emmerde, y compris dans les médias présentés comme alternatifs. C'est pour ça que maintenant, je refuse l'étiquette de médias alternatifs concernant Juste Milieu. On a un média indépendant, si vous voulez nous coller une étiquette. Sinon, on est Juste Milieu et ça ira très bien comme ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui, regardez, tous ces médias alternatifs qui ont des journalistes de terrain pour couvrir les événements. Mais c'est quoi cette histoire, en fait ? Alors, tous à Paris, naturellement, pour la grande majorité. Il y a le camarade que j'embrasse, Nicolas Vidal, qui était du côté de Nîmes. Mais sinon, c'est quoi ce délire, en fait, des médias alternatifs qui deviennent des médias mainstream dans la forme. Alors dans le fond, je n'espère pas, mais dans la forme,
C'est quoi cette histoire maintenant, ce besoin de copier les codes formellement, de copier les codes des médias mainstream? Je trouve ça assez sidérant. Alors, je vais pas vous refaire tout le chapitre sur des médias comme Frontières, qui sont évidemment qui incarnent un cheval de Troie assez lamentable, mais tout ça m'emmerde en fait. Je trouve que on contribue à approfondir les clivages, on contribue à faire s'endormir les gens. Et ça m'enquiquine. Donc j'essaie modestement d'apporter autre chose à travers la rigolade, à travers certains éléments. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, sur cette histoire de 10 septembre. Kenneth Cat qui dit les débunkers ont dit que tu étais d'extrême droite. Alors bon, ça c'est vrai. Policias qui dit juste milieu qui devient je suis pas content. Alors non, pas du tout. Au contraire, je vous dis franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien les vacances et je suis très positif. À l'arrache TV qui dit 2005, un pathétique mélange d'idiocratie 1984. Heureusement qu'il existe pour combien de temps des médias indépendants qui font le vrai taf d'information. Merci. Jojo Lastico Sauteur qui dit pas du tout d'accord avec toi. Une vraie info se fait surtout avec des gens sur le terrain. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. S'il s'agit, par exemple, d'enquêtes, pour te répondre, cher ami, s'il s'agit d'enquêtes de terrain, d'enquêtes approfondies qui t'amènent à aller à l'étranger, de rencontrer des gens, de faire des choses comme ça, tu vois. Là, je comprends l'importance du terrain. Je pense par exemple à Omerta qui fait ce genre d'enquête. Je trouve ça brillant, je trouve ça super pour parler des médias alternatifs. Et il y en a plein d'autres qui font des trucs super en mainstream ou alternatif. Ça, je trouve ça très chouette. Par contre, des médias alternatifs qui vont couvrir des événements à Paris, la grande majorité, c'était à Paris, d'ailleurs, vous le noterez. Hein. L'ancrage alternatif proche du peuple, tout le monde est à Paris comme les mainstream. C'est quand même très curieux. Je ne vais pas faire des leçons de province, je suis à Lausanne en Suisse, donc j'ai aucune leçon de province à donner, mais il faut quand même le noter. Quand on veut installer un discours proche du peuple et qu'en fait, non seulement formellement, on reprend les mêmes méthodes de journalisme de terrain et qu'en plus on le fait aussi à Paris, Paris n'est pas la France, rappelons-le, mais bon, c'est à la limite, c'est pas très très grave. Mais couvrir des manifestations où il ne se passe absolument rien de surprenant, c'est pas de l'information pour moi, c'est pas de l'information, c'est juste mettre une caméra, dire bah voilà, je suis là, vous avez vu, il y a des manifestations, putain, bah à tout de suite dans 1 heure, hein, vous nous dites s'il se passe quelque chose. C'est BFM TV. Geekophile TV qui nous dit non, Nicolas Vidal était à Nîmes, je l'ai dit tout à l'heure, cher ami, t'étais peut-être pas là, c'est pas grave. Sam6 qui dit je vois enfin comme il se décrit lui-même parfois, c'est juste un humoriste. Alors je sais pas à qui tu réponds, peut-être vous papotez entre vous. Donc voilà un petit peu les amis, ce que je pouvais vous dire sur ça, les copains. Assassin Crétin qui dit au fait, c'est une question qui revient souvent, hein, qui dit à quand un regroupement de juste milieu, pas content, monde moderne, on a besoin de ça et regroupé, vous serez plus fort. Je ne pense pas du tout, au contraire. Alors c'est une question et j'aime bien y répondre à chaque fois, hein. Au contraire, je pense que c'est moi en tout cas je le refuse, pour être très clair là-dessus, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de nous cibler. C'est-à-dire que si demain on fait une chaîne YouTube commune où on met tous nos vidéos là-dessus, on fait tout là-dessus, moi je pense que c'est le meilleur moyen de faire taire tout le monde. Donc au contraire, et puis à la limite, je trouve ça très bien, d'avoir des sons de cloche différents, des façons de faire. On n'est pas obligé d'être copains, on n'est pas obligé de créer un entre-soi, même pour être très honnête, ça m'emmerde. Je répète ce que j'ai pu dire chez Idriss Aberkan quand il me parlait de la confraternité. Il n'y a pas de confraternité dans les médias alternatifs. Il y en a que je peux pas blairer, il y en a que j'adore, parce que c'est humain, parce que c'est de l'humain. Et dans l'humain, c'est comme ça. On n'est pas obligé d'aimer les gens. Et c'est pas grave. Et on n'est pas obligé de les détester. C'est de l'humain. Donc, si on commence à recréer un entre-soi, ou parce que les gens nous collent à peu près la même étiquette, grosso merdo, et qu'on est obligé d'être copains, bah non. Je trouve qu'on va faire, on va faire encore, c'est du mainstream. On va recréer ce qu'on dénonce avec le mainstream. Et à vrai dire, ça m'intéresse pas trop. Je ne veux pas vous mentir, ça ne m'intéresse pas trop. Donc voilà, comme on dit, effectivement, c'est Éclaquin ce qu'il a dit dans le chat. Plus il y a de cibles, moins il y a de munitions. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc voilà les amis, sur ça, ce que je pouvais dire. Il y a Denver le Dino qui dit d'autant que ces médias alternatifs font tout pour avoir une légitimité auprès de leurs confrères des médias mainstream. Bah évidemment, je trouve ça dommage en fait de faire un travail présenté comme alternatif, comme indépendant, comme tout ce que vous voulez, pour finir par manger le micro sur CNews ou Europe 1.
Je trouve ça même assez lamentable en vérité, c'est symptomatique, donc je trouve ça peut-être dommage. Et Geekophile TV qui dit la seule alliance possible avec Juste Milieu, c'est avec l'UPR, encore moins avec la politique, camarades. Donc non, pas de souci. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ça. Alors on a évidemment un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. Je vous en parle dans la farce tranquille ce soir, alors je vais pas faire doublon. Farce tranquille à 18h, les amis, nouvel épisode. Il est prêt, il est en boîte, j'espère que ça va vous plaire. On continue à papoter. Je vous avais préparé quelque chose, pour tout vous dire les copains. Je vous avais préparé quelque chose, mais peut-être qu'on le gardera pour mon retour la semaine prochaine. Un top 3 des romans sociaux. De mes romans sociaux, alors contemporains, évidemment, qui sont contemporains, parce que je me suis dit, c'est une autre manière d'éclairer l'actualité. On a déjà pas mal parlé, et puis je vois plein de réactions intéressantes dans le chat. J'ai envie de papoter avec vous, les amis. Donc, si ça vous va, je le garde pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous ferai ce top 3, mes 3 romans sociaux préférés, mais des dernières années. Ce sont 3 romans assez contemporains. Si ça vous va, je vous en parle lundi. Je le garde au chaud, on en parle lundi. Parce que voilà, il y a plein de questions qui sont sympas dans le chat sur lesquelles je veux répondre. Dites-moi pas. Voilà, je vois Gaëtan Seguin 38 sur des commentaires qui dit CNews est un média qui, hormis les sujets sur l'immigration, la sécurité ou l'islam, sont entièrement d'accord sur le modèle économique actuel et parfois ne le trouvent pas assez libéral. J'ai toujours du mal à comprendre ceux qui le défendent bec et ongle, d'autant qu'on a Pro qui soutient le maintien de Macron en place et Ferrari qui avait criminalisé les agriculteurs en leur temps de mobilisation. Complètement d'accord avec toi, c'est très intéressant. Sur Lecornu, je vois que ça vous fait réagir, Sébastien Lecornu. Comme dit, j'en parle dans la farce tranquille à 18h, les amis. Donc, vous allez voir, j'essaie de développer un petit peu là-dessus. Pour faire vite, pour la faire courte, et vous verrez dans la farce tranquille pour aller plus loin, c'est évidemment un macroniste de la première heure, c'est évidemment la fidélité qui paye. Quand tu t'appelles Lecornu, de toute façon, ça peut que plaire à Macron. Le cornio, il n'y a qu'un yo. Ensuite, voilà, c'est un monsieur qui n'a évidemment jamais travaillé de sa vie, une fois de plus, politicien de carrière, qui a des affaires pas possibles. Alors, on a beaucoup remonté sa relation avec Benalla au départ, quand ils étaient gendarmes réservistes tous les deux. On a des affaires terribles comme cette histoire de 2021-2022 où le Cornu, président du conseil départemental de l'Eure, si j'ai pas de conneries, il a été maire de Vernon, il a été président du conseil départemental, il a, je vous le raconte maintenant, je le redis dans la farce tranquille, il a commandé pour des expositions de photos, il a commandé à une société qui d'ailleurs pour l'anecdote appartient à Jean-Claude Narcy, l'ancien présentateur du JT sur TF1, donc on a un petit entre-soi sympatoche. Le Cornu a commandé par 2 fois, une première fois pour 39 900 € et une autre fois pour 40 000 €, il a commandé des photos. Alors vous allez me dire, Rémi, pourquoi 39 900 et pourquoi 40 000 ? Parce qu'en France, ce qui t'oblige, tu peux être obligé de faire un appel d'offres dans le cadre d'une commande publique à partir du moment où ça dépasse 40 000 €. Tu vois, lui, il a mis 39 900 et 40 000. Donc, à mon avis, c'est qu'il y avait évidemment des trucs à cacher. Donc, il est pas malin, le Cornu. On va l'appeler le Cornio. Et le Cornio, évidemment, il y a des échanges WhatsApp qui ont fuité, qui démontraient que, en fait, la valeur des photos était plus élevée. Donc, il a été poursuivi. Il a été entendu en avril 2025 par la brigade anticorruption et compagnie. Donc, il a déjà ce genre de casserole au cul. C'est un type qui est passé, il a fait les ministères de l'outre-mer, des armées, il a tout fait. S'il y avait un ministère des toboggans et de la crème brûlée, il aurait fait. Donc c'est évidemment du grand comique. Il déboule, il déboule si vous voulez. La grande différence entre un éjaculateur précoce et un Premier ministre, c'est que l'éjaculateur précoce, on sait qu'il part très vite, quoi. Donc c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, est-ce qu'on doit faire une analyse de ses positions politiques, de je sais pas quoi, de bidule ? Je m'en tiens à une chose, les amis. Là encore, que je dis dans la farce tranquille, mais c'est pas grave, ça fera redite, tant pis. Ce que je trouve très intéressant, au-delà de Le Cornu, parce que je pense qu'on s'en fout, c'est un véritable fusible, et en fait...
C'est un peu comme Chiappa en fin de soirée, tout le monde sait qu'il va sauter. Ce qui n'est pas intéressant, c'est le Cornu en tant qu'individu. Ce qui est intéressant, c'est que les partis d'opposition, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on les entend beaucoup moins fanfaronner qu'avant. On les entend beaucoup moins fanfaronner, notamment la gauche et l'extrême gauche, qui voulaient nous placer casse-tête fut un temps. Et là, on les entend pas monter au créneau en disant c'est un déni de démocratie, nanana. T'as vu, ils ont tous fermé leur museau. L'explication, selon moi, attention, c'est subjectif, l'explication, selon moi, c'est que nos amis de gauche et d'extrême gauche, qui se réveillent à l'Élysée, je me voyais déjà en haut des LFI, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est allé. Je me voyais déjà aduler les riches, signant des photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, signant un succès que les gens m'acclamaient debout. Après, bon, voilà, t'as capté. Les partis d'opposition, on les entend moins, à mon avis, parce que c'était un traquenard, c'était un véritable piège. Et à mon avis, aucun parti d'opposition n'avait intérêt à devenir Premier ministre. Que ce soit le RN avec Bardella, que ce soit le PS avec Olivier Faure, que ce soit la France Insoumise avec je ne sais quelle cagole à mettre en place. Alors peut-être Mélenchon qui à un moment donné voulait l'être. Bon, aucun parti d'opposition n'a intérêt à ça parce que dans quelques jours, normalement c'est à la fin de la semaine, l'agence de notation Fitch, qui en américain veut dire Fist, va nous changer la note. Il y a potentielle dégradation qui va arriver de notre note, vous savez, dans les agences de notation. Ce qui va vouloir dire que le prochain Premier ministre va être dans l'obligation d'appliquer le budget drastique que Bayrou a proposé, non seulement par soumission à l'Union européenne, mais aussi par soumission au marché. Donc, pour les partis d'opposition, c'était un très mauvais calcul, à mon avis, d'insister pour devenir Premier ministre. Parce que ça soit Bardella, Casse-Tête ou ma grand-mère, le nouveau Premier ministre ou la nouvelle Première ministre aurait dû mettre en place ce budget. Donc ils auraient dû endosser la responsabilité de ce budget drastique, de ces coupures terribles dans le budget, et donc ils auraient dû assumer le retournement du peuple. En vue de 2027, ça aurait été une balle dans le pied terrible. Donc je trouve qu'on les entend beaucoup moins par rapport à ça, et le Cornu va endosser la responsabilité, et puis après il disparaîtra 2 mois, il va revenir, tu vois. Donc il fera autre chose, je sais pas, il sera ministre des chewing-gums, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu les amis ce que je pouvais vous dire sur le Cornu. Je vous donne rendez-vous dans 10 minutes les copains, dans la farce tranquille, hein, sur Juste Milieu, la chaîne YouTube Juste Milieu. Moi je vais pas tarder, je vais lever les gaules parce que demain c'est 6 heures de route, eh oui, direction le Nérac les amis. Je vous le redis, hein, le spectacle qui revient au Nérac vendredi 12 septembre à 20h30. Je vous mets le lien dans le chat, sinon vous tapez Juste Milieu, Nérac, Zinzin, billetterie, Zinzin tournée. La tournée reprend de plus belle en France, les amis. J'ai hâte de vous retrouver, surtout qu'au Nérac, après il y a le repas, on va faire la fête ensemble. Et il y a une première partie avec la fanfare locale, c'est magnifique. Ça va être une fête incroyable. Donc voilà, dernière place les amis pour cette date. Le Nérac, dernier appel, et puis je le redis, la tournée, les copains, ensuite ce sera Le Mans, 9 octobre 2025 à 21h à la Comédie Le Mans. Metz le 17 octobre à 20h et le lendemain le 18 octobre à Strasbourg à 20h30. Une grande fête qui nous attend. Lien en description si vous regardez le replay sur YouTube. Et puis sinon vous tapez Zinzin tournée, Zinzin billetterie sur la tournée. J'ai hâte de vous retrouver les amis, de faire la fête avec vous. On va se quitter comme ça, je vous l'ai dit. Reprise du Juste Bistrot lundi prochain. En attendant, je vous donne rendez-vous donc ce soir à 18h sur la chaîne YouTube et dimanche à 19h, extrait inédit du spectacle Zinzin avec le sketch que j'ai fait au Québec. Sketch que je vais faire que au Québec. Si je le fais à Strasbourg, ça n'a aucun sens. Alors les Alsaciens et les Québécois ont ce site commun qu'on ne comprend pas avec leur accent, mais ça n'a rien à voir. Si je fais des blagues sur Montréal à Souffle-Weyersheim, on va pas s'en sortir. Donc voilà les amis ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une excellente soirée. On continue, rendez-vous sur le Telegram Juste Milieu, hein, si vous voulez continuer à échanger. Je poste des choses de temps en temps, notamment dans les déplacements du spectacle, pour vous emmener avec moi dans les aventures. Le lien dans le chat pour ceux qui veulent nous rejoindre. Je vous embrasse les copains, vive la rigolade et vive la France, on n'oublie pas, hein, on garde la banane. Surtout les amis, gardez la banane, quoi qu'il se passe, on est ensemble, on garde la banane parce que nous soyons tristes ou que nous soyons heureux, ça ne change pas le sens des événements. Alors autant être heureux, voilà, autant garder la banane. Je vous embrasse. Vive la rigolade, vive la France. À lundi dans le Juste Bistrot. À tout à l'heure dans la farce tranquille. À bientôt. Quand j'ai dit retourne à tes bavoirs, je vous en prie, emmenez-moi nulle part.